Bienvenue tout le monde pour ce webinaire sur comment dénicher et maximiser le financement de son projet touristique durable. Avant de commencer avec la présentation, je vais faire des petites nouvelles de la communauté. Premièrement, la deuxième cohorte de Biosphère est en recrutement en ce moment. On a beaucoup de demandes, mais si jamais vous souhaitez déposer aussi votre entreprise, vous pouvez contacter tourisme-durable@destinationquebeccité.com. Je vais écrire le courriel dans le chat juste après ma petite présentation. On a plusieurs membres de la communauté qui ont partagé des besoins dans le groupe Facebook dans les dernières semaines. Si jamais vous en faites pas déjà partie, je vous invite à aller sur le groupe Facebook Communauté entrepreneuriale Montagne et Nature par Destination Québec Cité. Il y a peut-être des opportunités pour vous de trouver des parties prenantes pour votre projet ou pour d'autres projets en général, notamment Apicole, Taximax et le CESO. Vous le savez, dans 7 jours, dans une semaine, jour pour jour. On va avoir le premier rassemblement de la communauté en montagne et nature. Je vous présente la- la programmation en ce moment. Je tiens à noter qu'il reste quelques billets seulement. Je pense que quand on a fait le dernier décompte, il en restait 8. Fait que c'est vraiment là ou jamais si vous voulez participer à l'événement. On va avoir 12 conférences et ateliers. On va avoir un beau 5 à 7 avec de la bière de la fosse et du vin du domaine des Trois-Moulins. Fait que ça vaut vraiment la peine de venir au 5 à 7. Et finalement, si vous venez, on vous encourage à faire partie du marché public. On a quand même plusieurs inscriptions au marché public. C'est comme une séance de pitch de besoins qu'on fait à la communauté dans le cadre de l'événement. Fait que si vous avez des besoins, vous avez besoin de financement, de parties prenantes, vous avez un truc super spécifique lié au développement durable, ben, c'est l'occasion pour vous de le pitcher à la communauté. Puis, ça, c'est pour la suite. Donc, on va passer la main à Myriam qui présente le webinaire d'aujourd'hui de MT Subvention. Elle est directrice et consultante. Donc, bienvenue Myriam à ce webinaire de la communauté Montagne et Nature. Merci, c'est très gentil de nous accueillir aujourd'hui, moi et ma collègue Rebecca. Je vais partager mon écran pour vous montrer mes slides. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment dénicher et maximiser du financement pour ton projet touristique durable. Là, je vais juste tasser ma fenêtre parce qu'elle est un peu dans les jambes quand je veux changer mes slides. OK. Donc, je vais commencer avec ma présentation, puis ensuite, Rebecca va pouvoir se présenter. Donc, moi, je suis Myriam Saint-Gelais. Je suis propriétaire de l'entreprise MT Subvention. J'ai démarré en 2021. Même si mon entreprise est jeune, ça fait quand même une douzaine d'années que j'œuvre dans le domaine des subventions. C'est juste que je pensais pas qu'il y avait un marché là-dedans tout ce temps-là. Donc, j'ai finalement pris cette conscience-là en 2021, puis j'ai démarré mon entreprise. Mais sinon, j'ai déjà été directrice générale d'un organisme à but non lucratif régional. C'est ce qui m'a mis beaucoup en contact avec les subventions. Là. Pour ceux qui dirigent des organismes, vous devez bien le comprendre. J'ai également travaillé dans un cabinet comptable. J'ai étudié également à l'université en gestion des ressources humaines et en administration. Puis tout ça m'a mené à être une entrepreneure dans le domaine des subventions. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours qui n'est pas exhaustif, mais voilà. Donc, je laisse la parole à Rebecca. Merci. Donc, de mon côté, ça fait quand même un petit bout que je travaille dans le milieu des organismes, des OBNL ou dans le milieu culturel. J'ai un background plus au niveau culturel. J'ai étudié en art au cégep. J'ai fait un DEP en secrétariat et comptabilité aussi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait différents mandats au niveau culturel, tourisme et OBNL. J'ai fait plusieurs demandes de financement dans mes différents mandats. Je suis coordonnatrice de la Chambre de commerce aussi dans ma région. Donc, je connais bien le milieu touristique, le milieu entrepreneurial, le milieu culturel et des OBNL. J'ai suivi la formation de MT Subvention pour la certification en demande de subvention en 2023, donc pour vraiment parfaire mes connaissances en demande de subvention. Donc maintenant, j'offre mes services en consultation pour faire les demandes, faire le suivi, faire la reddition de compte, analyser aussi vos demandes, valider qu'elles sont toutes conformes avant d'envoyer sur le bouton, de cliquer sur le bouton envoyer. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Je suis dans la région de Cleveland, en Estrie.
Parfait, fait qu'on va continuer avec ce qu'on va voir aujourd'hui. On a une programmation assez condensée. On a beaucoup de choses à vous dire, donc on va essayer de rentrer dans notre temps qui nous a été alloué. Mais on va parler, dans le fond, de différentes sources de financement, soit les subventions, le sociofinancement, le financement, soit des prêts. Ensuite de ça, on va regarder différents éléments qui vont pouvoir vous aider à maximiser vos chances d'obtenir du financement. Il y a des choses à savoir, des choses à ne pas manquer. Donc, on va essayer de couvrir ça là, de façon la plus complète possible pour le temps qu'on a aujourd'hui. Puis, suite à ça, ben, il va y avoir une période de questions là, pour qu'on puisse répondre là, si jamais il y a il y avait des petites zones d'ombre, des zones grises qui resteraient pour vous. Donc, on va continuer avec les subventions. Ça, c'est Rebecca qui va prendre la parole. Donc, comme vous le savez sûrement, vous avez déjà commencé à regarder ou déjà fait plusieurs demandes de subventions. Il y a énormément de sources possibles de subventions. Pour ce qui est du domaine touristique, la première chose à faire qu'on vous conseille, ça va être vraiment d'aller voir avec votre ville, avec par exemple la ville de Québec si vous êtes dans cette ville-là, d'aller contacter aussi votre MRC, ou votre SADC et ou votre SADC ou CAE. Dans certains secteurs, on appelle ça le CAE. Les associations touristiques, c'est sûr. Donc, vraiment, l'idée, c'est de présenter votre projet à ces différents intervenants-là pour qu'ils puissent vous aligner vers des projets, des programmes qui vraiment vous parlent, qui sont vraiment adaptés pour votre entreprise. Ils ont des fois aussi des programmes de subvention directement au sein de leur organisation. Donc, il y a Service Québec aussi au niveau plus de la main-d'œuvre qui peut avoir différents programmes de subvention ou d'aide financière. Avec Desjardins aussi, si vous êtes client de Desjardins, il y a le fonds C et le fonds du Grand Mouvement. Le fonds C, ça peut payer jusqu'à 25% du coût des projets, jusqu'à 20 000 $. Donc, ça dépend c'est quoi vos projets, c'est sûr, mais il y a différentes options possibles. Le fonds du Grand Mouvement, c'est vraiment pour des plus gros projet plus collectif. On peut changer de page. Merci, Myriam. Au niveau des ressources provinciales et fédérales, en passant, juste pour vous dire, la présentation, il y a des liens cliquables qui vont vous être mis. Donc, les liens que vous voyez soulignés vous amènent directement à la page des subventions où est-ce que vous allez avoir tout le détail sur les différents programmes. Je fais vraiment un survol rapide parce qu'on veut rentrer plus dans le vif du sujet de comment faire pour bien écrire la demande de subvention. Donc, au niveau de Patrimoine Canada, il y a plusieurs programmes qui subventionnent la culture, les loisirs, les sports. Il y a des programmes pour les festivals. Au niveau de l'aide financière en tourisme, ça, c'est le lien vers le ministère du Tourisme. Puis, vous allez avoir une grosse liste des programmes qui sont en vigueur. Il faut faire attention parce que tous les programmes, quand vous arrivez sur cette page-là, ce n'est pas tous les programmes qui sont ouverts actuellement ou qui acceptent les dépôts. Donc, il faut vraiment faire un travail d'aller voir chacun des programmes, voir si ça s'adapte à vous, si c'est bon pour vous, puis si c'est possible de déposer dans ce programme-là. Mais ça vaut la peine d'aller faire un tour là-dessus. Avec aussi Développement économique Canada, il y a le programme Diversifier son économie, qui peut être une aide financière de 50% qui est remboursable pour les PME, puis une aide financière non remboursable pour les OBNL. Il y a le fonds EcoLeader qui est actuellement fermé, mais je vous dirais de regarder leur site web dans les prochaines semaines, mois. Il y a possiblement des sous qui vont être réinjectés dans ce programme-là qui est vraiment pour le développement durable. Il y a aussi le PIEC, le programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif. Ça, c'est pour vraiment les entreprises d'économie sociale pour les soutenir dans les projets plus immobiliers, si jamais ça peut vous s'appliquer à vous. Au niveau du PAR, c'est fait par le secrétariat à la capitale nationale, le programme d'appui aux actions régionales. Ça peut être autant les OBNL, les coopératives que les organismes à but lucratif, donc les entreprises, pour les attraits touristiques et les festivals et événements. Donc, ça vous parle. C'est pour la région administrative de la capitale nationale et la ville de Lévis.
Super, merci. Je pense que maintenant, c'est au tour de Geneviève d'intervenir, qui va nous parler du plan montagne. Oui, merci. Ben, en fait, un bref rappel. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais comme on parle des subventions, ben, je me dois une belle opportunité de reparler en fait du plan montagne, mais le concours entrepreneurial, donc qui est la date en fait, la date limite de dépôt qui est le 8 mars. Donc, on se rappelle, Pierre-Even, je ne sais pas si tu veux mettre un peu les diapos, mais c'est un concours en Oui. fait entrepreneurial en 2 phases. Donc, première phase qui est un appel à projet, donc date limite, j'ai dit le 8 mars pour déposer. Et par la suite, nous, on a la liste, bien sûr. Et la deuxième phase, c'est la présentation, en fait, devant jury qui aura lieu le 22 mai lors du deuxième grand rassemblement de la communauté Montagne et Nature. Donc, les grands objectifs, hein, on va se rappeler, diversification de l'offre sur 4 saisons, renforcement des chaînes d'approvisionnement locales, l'économie circulaire, tout ce qui est aussi, bon, diversifier l'offre sur 4 saisons, renforcer les chaînes d'approvisionnement, je l'ai mentionné, promouvoir une culture de développement durable et l'aspect aussi de projets structurants. On demande aussi des projets collaboratifs, donc le demandeur et 2 autres parties prenantes. Les zones d'intervention pour les projets, en fait, pour le dépôt de projet et les demandeurs, sont les MRC de Portneuf, Jacques-Cartier et la Côte-de-Beaupré. Ceci étant dit, les parties prenantes, c'est l'ensemble de la région. Donc, on est dans l'inclusion ici. Donc, si vous voulez collaborer ou faire des projets collaboratifs, c'est votre région, mais aussi interrégion et l'ensemble de la région, qui est admissible, les OBL, les organismes à but lucratif, les OBNL, les coops, les entreprises sociales, communautés, bien entendu, et nations autochtones et tout regroupement de ces clientèles. Ce qui n'est pas admissible, ceci étant dit, c'est les MRC ou les entités municipales. Coût admissible minimal 25 000 et le montant maximum de l'aide financière par projet est 100 000. Vous avez le beau tableau, mais je vous invite en fait, là, pour avoir plus de tous les détails, en fait, d'aller sur le site Internet de la communauté Montagne et Nature, donc montagneetnature.ca. Vous avez vraiment une section qui est dédiée au concours entrepreneurial avec toute l'explication, le formulaire de demande d'aide financière, les modèles de lettres et les dates importantes que je rappelle, qui est le 8 mars pour le dépôt, en fait, des projets. Bon, réponse aux demandeurs dans le 3 mai, excusez-moi, et la tenue de la deuxième phase, donc la présentation devant jury, le 22 mai, lors de notre deuxième grand rassemblement. Je fais ça vite parce que je veux pas qu'on a eu un webinaire aussi hein, spécifique sur le concours. Donc, encore une fois, sur ce site Internet-là, vous avez tous les webinaires qui sont enregistrés et disponibles. Fait que si vous avez des questions plus précises, je vous invite dans un premier temps à visionner le webinaire qui a été fait à ce sujet. Ou sinon, là, vous pouvez communiquer avec moi là, toujours pour des questions ou de l'accompagnement plus précis. Yes. Fait que j'ai publié la vidéo sur Facebook aujourd'hui, justement, du concours. Fait que si vous allez la voir, vous pouvez le faire. Puis, je tiens à préciser que le 28 février, on a une de nos activations, de nos ateliers qui se porte sur le concours. Fait que si vous avez déjà quelque chose, mais que vous voulez le peaufiner puis en parler avec d'autres entrepreneurs, c'est l'occasion de le faire. Je vais partager le courriel de Geneviève dans un instant. D'ici là, je repasse la balle à nouveau à Myriam et Rebecca, qu'on remercie d'être là aujourd'hui. Merci. Fait que je vais repartager mon écran. On est rendu dans la portion sociofinancement. Donc, on a ciblé particulièrement la ruche ici parce qu'on sait qu'il y a plusieurs plateformes de sociofinancement qui existent, mais la ruche est particulièrement intéressante parce qu'il y a un certain accompagnement qui existe au travers de la mise en œuvre de notre projet de collecte de fonds, mais également aussi parce qu'ils ont des programmes FINAD qui sont disponibles. Eux, ils appellent ça comme ça. Fait que si vous parlez avec quelqu'un à l'interne à la ruche puis qu'il vous parle de FINAD, c'est du financement additionnel. Donc, ils ont été faire du maillage, je vais dire ça comme ça, avec certains bailleurs de fonds. Puis selon le projet qu'on présente,
on peut aller chercher du financement additionnel de la part de ces bailleurs de fonds-là si on atteint nos objectifs de campagne de sociofinancement. Puis, dans le fond, j'ai été fouiller sur le site de la Ruche pour voir s'il y en a qui ne seraient pas intéressants dans le contexte de notre atelier d'aujourd'hui, puis j'en ai trouvé 2. J'ai mis le plus intéressant en premier quand même, qui est le Fonds Horizon d'ici, qui est une initiative du gouvernement du Québec. Il vise à favoriser l'émergence de projets touristiques stimulants pour les communautés. Puis, dans le fond, vous pourriez obtenir une contribution supplémentaire qui équivaut à 50% de votre collecte de fonds jusqu'à un maximum de 100 000 $. Donc, si vous mettez un objectif de collecte de fonds de 200 000 $, vous pourriez avoir 100 000 $ de plus financé par le gouvernement du Québec dans le cadre de votre projet s'il rentre dans les critères du Fonds Horizon d'ici. Puis, si on se demande, bon, mais comment faire, savoir si on est admissible au Fonds Horizon d'ici, tout ça, à ce moment-là, c'est de communiquer avec une personne de la Ruche de votre région, d'avoir une rencontre avec eux, vous présentez votre projet de façon verbale lors de la rencontre, puis ils vont pouvoir vous dire quel type de financement additionnel pourrait convenir selon votre projet. Eux, ils les connaissent sur le bout des doigts. Fait qu'il y a peut-être encore quelque chose de mieux qui existe qui va convenir pour vous. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre une rencontre avec eux. On a aussi le fonds moins c'est plus qu'à ce moment ici, c'est vraiment plus pour la réduction des déchets à la source. Puis, en fait, c'est avec Recycle Québec que ça a lieu, ce programme-là. On peut aller doubler l'objectif de campagne jusqu'à concurrence de 50 000 $. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Puis, on sait que des campagnes de sociofinancement, ça peut demander quand même une certaine dose d'effort. Ça demande un plan de communication solide. Fait que c'est le fun d'avoir des programmes comme ça qui rendent nos efforts qu'on a donnés et qui rapportent encore plus d'argent. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme moyen de financement. Ensuite, on a du financement pur et dur, soit des prêts. On a Investissement Québec avec le PADAT, qui est pour le fonds de roulement, les équipements et les immobilisations. On a aussi Fonds d'action avec le Fonds d'économie circulaire. Si votre projet touche vraiment, s'il y a vraiment une intégration au sein de votre projet qui touche vraiment l'économie circulaire, là, ça peut être quelque chose d'intéressant à aller chercher. Il y a aussi la BDC, le classique, hein, prêt pour les petites entreprises, fonds de roulement, etc. Puis c'est quelque chose qui peut se magasiner, c'est quelque chose qu'on peut aller voir. Il y a plein d'autres sources de financement. On vous en a mis 5, là, mais il y a vraiment une grande variété de bailleurs de fonds qui offrent du financement. Ça peut même être votre SADC. Il y a vraiment micro-entrepreneurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités qui existent. Oui, tout à fait. Il y a aussi Créavenir avec Desjardins. Si vous êtes membre de Desjardins ou prévoyez le devenir, ils peuvent offrir une marge de crédit et une carte de crédit, en plus d'avoir une possibilité d'une subvention jusqu'à 5 000 $. Donc, pour débuter un projet, si c'est un projet de moins de 3 ans, ça peut être intéressant de regarder cette avenue-là. Il y a aussi le Fonds de développement des entreprises touristiques, qui est un prêt de 50 000 à 500 000 $ c'est par Filaction et le ministère du Tourisme pour améliorer l'offre touristique, donc qui est remboursable sur un maximum de 7 ans, ce prêt-là. Donc, on tombe à notre deuxième section du webinaire qui est plus de la théorie plutôt que des subventions. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions à nous poser sur des zones d'ombre qui peut-être qu'il y aurait eu dans la première section qui touche plus le financement. Est-ce qu'on a eu des questions dans le chat à ce niveau-là? On n'a pas eu de questions dans le chat. S'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, poser directement une question à Myriam, c'est l'occasion. Je sais que des fois, ça prend quelques secondes d'écrire aussi dans le chat. Fait que ceux qui sont en train de le faire, je prends du temps en ce moment pour que vous Ça me puissiez donne le poser temps votre pour une gorgée de question. café. Une bonne petite gorgée de café. Puis aussi, on Toujours. va avoir une plus grande période de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas. Je pense que honnêtement, ça a été très clair, là, votre présentation, Myriam et Rebecca. Fait que, Oui, si quelqu'un veut poser une parfait. question, ouvrez votre micro, c'est le moment. Pour moi, c'est Ludivine Cochon. Je voulais partager avec les autres personnes qui sont dans le chat en ce moment. Il y avait des subventions aussi qui avaient été offertes pour des honoraires professionnels parce que je suis allée à une rencontre de Pôle CN qui faisait du développement durable. Fait que je sais qu'il y a beaucoup d'OBNL puis d'organisations à but non lucratif là, qui pourraient aller chercher 80% des subventions pour des projets en numérique.
Fait que si des fois, les projets avec montagne, ben, il fait attrait à des nouvelles façons de faire avec le numérique. Mais moi, à ce moment-là, je représentais DevActif. Puis, je vais pouvoir le poster dans le chat s'il y a des gens qui veulent aller voir. Puis, il y avait aussi Ville de Québec qui avait annoncé beaucoup de subventions. Fait que je peux les mettre pour que les gens puissent aller voir. Oui, tout à fait. Super. Merci. Il y a aussi on n'en a pas parlé, pour nous, c'est comme, on en parle tellement souvent qu'on dirait que je l'ai oublié, mais il y a aussi le PECAN, le volet 1 est encore ouvert, qui permet, si vous désirez rajouter, par exemple, une composante transactionnelle sur votre site web, c'est une subvention allant jusqu'à 2400 $ pour les entreprises. Donc, le PECAN Québec, je pourrais mettre le lien aussi dans le chat. Parfait. Ben merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions avant que je poursuive? Je pense pas. Parfait. Fait que je vais continuer. Donc, je voulais un peu démystifier certaines choses avant qu'on aille plus loin dans la théorie, puis comment faire une belle demande de subvention, parce que je constate qu'il y a quand même certains mythes qui sont persistants au niveau des subventions. Fait qu'on va casser des mythes là, ce midi. Donc, quand vous faites une demande de subvention puis que c'est accepté, c'est pas de l'argent que tu reçois puis que tu n'as pas de compte à rendre à la fin de ton projet. Tu as vraiment une reddition de compte que tu vas avoir à faire à la fin de ta subvention. Généralement, ton projet il dure 1 an. S'il est pluriannuel, ben à chaque année, tu vas avoir un rapport d'étape à faire, mais il va falloir que tu rendes des comptes sur les promesses que tu as faites dans ta rédaction. Donc, c'est important de prendre des notes pendant la durée de votre projet pour faire ça que le bailleur de fonds est satisfait, puis d'établir un beau lien de confiance avec eux pour les prochains partenariats financiers que vous aurez. Après ça, vous pouvez avoir un délai de plusieurs semaines ou même de mois pour recevoir une réponse suite à une demande de subvention. Fait qu'il faut toujours penser quand même assez loin dans le futur quand on prépare nos demandes, qu'on mijote un projet. Il ne faut pas être pressé nécessairement à dire, écoute, mon projet commence dans 2 mois, puis là, je vais savoir ma réponse dans 6 mois, je pense. Puis là, ça peut être un peu stressant. Fait qu'il faut vraiment voir d'avance, puis planifier tout ça, là, c'est vraiment pour le futur. Ensuite de ça, une subvention ne paie pas de fonds de roulement ni de dette. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des prêts qu'on pourrait susceptiblement là, aller combler ces manques-là que vous ressentez. Mais les subventions, c'est vraiment pour des projets qui sont précis, circonscrits dans le temps, qui répondent aux objectifs du bailleur de fonds, qui apportent quelque chose, soit au niveau économique, soit au niveau communautaire, social, peu importe, mais c'est pas pour rembourser ou s'assurer qu'on fait juste continuer à maintenir nos activités là, nécessairement. Ça arrive parfois, mais c'est très rare. Vous devrez fournir des ressources parce que les subventions, on l'a vu un peu dans le tableau là, que Geneviève nous a présenté, les subventions ne couvrent pas tous les frais nécessairement de votre projet. Il faut que vous ayez les reins solides de 1 pour fournir votre partie financière, puis de 2 parce que parfois il faut absorber aussi la partie financière qui va être fournie par le bailleur de fonds, le temps de recevoir les fonds. Des fois aussi, les fonds vont être donnés de façon séquentielle. Donc, on va recevoir peut-être 60% du montant de notre subvention au début du projet. Puis après ça, le 40% qui reste, on va le recevoir juste à la fin si notre édition de compte est satisfaisante, qu'on a prouvé qu'on a bien fait les bonnes dépenses et tout ça. Donc, ça demande quand même d'avoir les reins assez solides pour assumer toutes ces dépenses-là pendant une période là, de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Ensuite de ça, ne dépensez jamais rien, s'il vous plaît, de votre projet avant la signature de votre protocole d'entente. Des fois, on est dans l'énergie du moment, on a plein d'idées, on a proposé un projet qui est sa coche, puis là, il faut attendre des longues semaines avant d'avoir la réponse du bailleur de fonds, mais ça peut être, même si vous êtes excité puis vous êtes pressé de commencer, puis vous dites, ben écoute, que j'aie l'argent ou pas, je le fais, mon projet, il me tient à cœur, ben, si tu commences ton projet-là, tu commences à payer tes fournisseurs-là, quand tu vas avoir le OK de la subvention, si tu l'obtiens, ben, ça ne sera pas rétroactif. Donc, tu vas te tirer dans le pied, puis ça va nuire aussi là, pour tout le reste de ton projet dans un certain sens, parce que tu ne peux pas nécessairement réattribuer les fonds que tu as reçus comme tu veux. Donc, c'est vraiment un exercice de patience pour aller chercher des subventions. Myriam, est-ce que tu pourrais préciser c'est quoi le protocole d'entente et quand est-ce que les gens Ah oui, décident? excuse-moi, j'utilise ma terminologie que je suis habituée, mais le protocole d'entente, dans le fond, c'est le contrat que vous allez signer avec le bailleur de fonds.
vraiment ce qui va vous lier juridiquement au bailleur de fonds, puis qui détermine vraiment vos obligations, ses obligations à lui, comment l'argent va vous être remis, à quelle fréquence vous devez faire des rapports. Dans le domaine touristique, souvent, on peut voir aussi que le bailleur de fonds souhaite être avisé, exemple, 2 semaines à l'avant, si vous faites un communiqué de presse ou une annonce qui l'implique dans l'annonce. Exemple, vous annoncez que vous avez eu votre financement du ministère du Tourisme, ça se peut qu'il exige d'être avisé avant. Si vous faites l'ouverture officielle de vos locaux, ça se peut qu'il demande d'être avisé à l'avance pour voir s'il ne peut pas être là, faire de la représentation. Ça se peut qu'il demande aussi une genre de réserve là, pour dire, ben, écoute, un coup que tes constructions seront faites, on aimerait ça aller visiter le site. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut voir là, dans le contrat ou le protocole d'entente, fait que ça couvre vraiment plus large que juste, moi, je te donne de l'argent, je te donne tel montant, telle date. C'est vraiment un document qui est très, très complet. Ça peut être aussi, j'ajoute aussi que ça peut être un bon moment pour bien préparer la reddition de compte, là. En ayant le protocole d'entente, ça nous prépare à ce qu'on doit présenter à la fin. On peut aussi demander le formulaire de reddition de compte qui va devoir être rempli si c'est disponible pour savoir qu'est-ce qu'on doit préparer comme documentation, que ce soit les bilans financiers, mais des fois aussi, ça peut être, on s'est engagé à faire des sondages auprès de la clientèle, de faire je sais pas moi, de la promotion sur les médias. Donc là, il faut vraiment garder des preuves de tout ce qu'on a fait, qu'on s'est engagé à faire. Donc, en ayant le protocole d'entente, ça nous permet de nous préparer à la reddition de compte, puis aussi, si c'est possible, d'avoir le formulaire de reddition de compte. Ça vient vraiment on peut mettre de l'avance des protocoles pour bien prendre toutes les informations nécessaires pour se préparer à la reddition de compte. C'est jamais le fun d'arriver 1 an après, 1 an et demi après, puis là, oh mon Dieu, c'est vrai que j'avais dit, il J'ai fallait que je oublié. fasse ça. Ça m'est Fait que là, arrivé. Fait que ouais. quand j'ai commencé comme directrice, je connaissais pas les subventions. Puis j'ai appris à la dure. Je vous le promets que ça n'a pas été facile après les premiers projets, puis je me suis domptée. Puis également, ça l'amène à un autre point que je trouve important, c'est de ne pas gonfler les promesses que vous souhaitez faire au gouvernement en échange d'argent, en disant: «Écoute, moi, je vais m'arranger pour bien paraître, puis paraître bien big pour être sûr d'avoir cet argent-là ou qui me trouve tellement hot qui me le donne l'argent, là». Parce qu'après ça, il faut que tu prouves que tu as rempli tes promesses justement dans la reddition de compte. Fait que si tu fais des fausses promesses ou tu as vraiment gonflé tes chiffres, là, tu vas rencontrer un mur un moment donné, là. Et ben, ça aura pas le choix. Donc, on vous conseille pas de gonfler vos chiffres là, pour paraître ben beau puis ben hot, là. Non, tout à fait. Puis, tu sais, des fois, quand on fait un budget, justement, puis qu'on a gonflé les chiffres, après, on arrive à la fin de l'année, puis on n'a pas atteint les dépenses qu'on prévoyait. Donc là, le bailleur de fonds va nous donner moins. Il va pas donner le montant. Souvent, ils vont donner un pourcentage des dépenses admissibles. Donc, ils vont juste donner moins d'argent pour respecter ce pourcentage-là de dépenses admissibles dans la plupart des cas, là, quand ça fonctionne comme ça par Mmh. pourcentage. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir un budget qui est juste, de vraiment s'assurer que chaque ligne est calculée en considérant par exemple, s'il y a des salaires inclus dans les dépenses admissibles, ben, il y a le taux horaire, mais il y a aussi les déductions à la source. Donc, s'assurer d'utiliser les bons taux, parler avec son comptable aussi, pour voir d'avoir les meilleurs chiffres le plus précis possible, avoir, si possible, des devis aussi, si on fait affaire avec des consultants ou avec des fournisseurs externes, d'avoir les devis pour avoir vraiment le chiffre le plus précis possible dans le budget, là. Ouais, c'est ça. Pour pas avoir de surprise à la fin. C'est ça, on veut pas non plus sous-estimer les dépenses, mais on veut pas trop les surestimer non plus. C'est bien vrai. Fait que je te laisse aller avec la segmentation de projet, Rebecca. Ouais, c'est une des options qu'on a quand on a quand même un assez gros projet qui a différents volets. C'est possible de le séparer en différents volets justement pour aller chercher des sous à différents bailleurs de fonds. Par exemple, s'il y a un volet plus culturel à un festival, puis un volet, je sais pas moi, plus sportif, ben là, on peut aller chercher du financement pour chacun de ces volets-là, puis vraiment le séparer dans notre demande. Ça va être important de vraiment respecter quand même les pourcentages totaux, des pourcentages maximum d'aide gouvernementale pour les projets.
Donc ça, c'est dans chaque entente, dans chaque programme, il y a des spécifications par rapport à ça. Donc, inclure là-dedans les subventions que vous pourriez recevoir de la MRC ou de la SADC ou de d'autres bailleurs de fonds. Puis chaque dépense peut être présentée une seule fois. On dirait que ça semble logique, mais des fois, on se dit « Ah oui, cette dépense-là est admissible dans tel programme et dans tel programme. Je vais le présenter dans mes 2 demandes. » Mais ça ne marche pas comme ça, dans le fond. Une demande, quand une dépense, si elle est remboursée par un bailleur de fonds, elle ne peut pas être aussi remboursée par un autre bailleur de fonds, là. Donc, c'est vraiment dans une occasion que ça pourrait le faire, c'est si, par exemple, une dépense de consultant est remboursée à 50 par le bailleur de fonds 1, elle est remboursée par 25 par le bailleur de fonds 2, puis que le maximum d'aide gouvernementale, c'est de 75 bien là, ça marche. On n'a pas dépassé les maximums totaux, elle n'est pas remboursée à la totalité par les 2 bailleurs de fonds, donc comme ça peut fonctionner. Puis on laisse pas de mauvaises surprises non plus, parce que ça, on l'annonce d'avance. Si on a sollicité d'autres Ouais. bailleurs de fonds, c'est dans notre montage financier pour indiquer qu'il y a un autre partenaire financier là, qui assume une partie des frais. Là, fait que c'est pas on travaille pas en silo dans ce cas-là, là, dans l'exemple que Rebecca a donné. Je tiens à le préciser. Oui, tout à fait. On met vraiment toutes les informations. Des fois, on peut mettre l'information comme étant bailleur de fonds X, c'est non confirmé, par exemple. On peut le nommer là, quand on n'a pas encore la confirmation, mais qu'on a demandé ça à tel autre bailleur de fonds ou telle autre organisation. Au niveau des plaques tournantes, ça, c'est vraiment les différents projets ou les différentes étapes dans votre entreprise qui pourraient être financées par un prêt ou par une subvention. Donc, c'est à ces moments-là que vraiment vous pouvez dire, ah, il y a peut-être quelque chose pour moi à ce moment-là. C'est comme des jalons importants ou des volets de votre entreprise qui peuvent être possiblement financés. Donc, quand on parle d'exportation de produits ou de développement de marché, qui va demander beaucoup de ressources, quand on parle de rénovation de locaux ou de l'adaptation, quand on parle d'embaucher un employé ou une stagiaire, il y a aussi on n'en a pas parlé, mais il y a plusieurs subventions pour les stagiaires, avec accueillir un stagiaire de la Fédération des chambres de commerce, par exemple. Il y a aussi quand vous avez besoin de formation, d'analyse ou de diagnostic d'entreprise. Quand vous avez un nouveau projet ou un projet de développement, c'est aussi l'occasion d'en parler avec vos différents conseillers en entreprise dans les organisations de développement économique de votre région. Le virage numérique aussi, on en a parlé un petit peu tantôt avec l'intervention. Puis, l'achat d'équipements aussi, ça peut être tous des moments clés dans votre entreprise où est-ce que vous dites, ah, il y a peut-être quelque chose à ce moment, je veux rajouter quelque chose, il y a peut-être quelque chose à aller chercher au niveau des subventions, du financement, plutôt que des fois, un entrepreneur va être comme, oh yes, j'ai une idée super, super magnifique, let's go, je fonce, puis je m'arrangerai plus tard pour le financement ou quoi que ce soit. Des fois, ça vaut la peine de prendre un moment de se déposer puis de vraiment voir les différentes options de financement avant d'aller trop loin vraiment dans la mise en place de ces projets-là. Oui, plan de développement durable, en effet. Je vois que Vanna a écrit ça dans le chat. Ouais. On tombe à la dernière section, en fait, de notre présentation, la dernière section théorique. Il n'y a pas grand-chose dans ma slide, mais inquiétez-vous pas, je vais vous donner du contenu ici. Dans le fond, on aborde la rédaction, en fait, parce que quand on arrive pour compléter une demande de subvention, on a des formulaires à remplir, des fois un, des fois plusieurs. C'est toujours beaucoup d'heures de plaisir, on va se le dire. Puis, dans le fond, les questions vont changer d'un appel à projet à l'autre, d'un bailleur de fonds à un autre, mais essentiellement, c'est toujours le même core, le même fond qui revient. C'est les questions que j'ai listées ci-bas. Donc, là, je prends mes notes, là. Donc, pourquoi? Il va toujours falloir justifier ou démontrer qu'il y a un besoin dans le milieu. Pourquoi tu as pensé à ton projet? C'est pour répondre à quel besoin? C'est juste une envie qui t'a pogné comme ça, tu as eu une bulle au cerveau, ou c'est justifié? Il y a une demande du milieu ou « Hey, je starte une station de ski dans mon coin parce qu'il n'y en a pas à moins de 100 km, puis les gens, ils aiment ça, puis là, ils sont obligés de faire beaucoup de voitures. » Exemple. Ensuite de ça, on a la question « Comment? C'est quoi les étapes clés de votre projet, votre échéancier? Comment ça va être déployé? » On veut présenter un projet qui n'a pas de l'air bancal. On veut présenter un projet qui est vraiment tout ficelé déjà.
qu'il y a toutes ces articulations qui fonctionnent, puis qu'il reste juste à peser sur le bouton financement pour que tout s'enclenche. Il faut vraiment donner une impression de fluidité, que tout est pensé, qu'il n'y a pas de zone grise, puis qu'il n'y ait pas de peut-être dans notre projet, OK? Ensuite de ça, le où. L'emplacement géographique va avoir une importance pour 2 choses, en fait. Soit que ça va vous donner accès ou vous restreindre au niveau de certaines subventions. Tu sais, si on parle à pense à des subventions qui sont attribuées de façon locale ou régionale, bien, tout dépendant de votre emplacement, ça va avoir un impact. Mais également, là, compte tenu qu'ici, on a des acteurs dans le domaine du tourisme, bien, ça peut être quelque chose à justifier dans votre formulaire le choix de l'emplacement de votre projet. Pourquoi vous avez décidé d'installer votre projet à cet endroit-là spécifiquement? C'est quoi qui vous a attiré? C'est quelle plus-value que ça va apporter à votre projet? Donc, ça, il y a comme 2 volets pour le où. Ensuite de ça, pourquoi, en fait? C'est quoi les résultats que vous attendez avec votre projet? Là, on veut des résultats qui sont précis. On ne veut pas, hey, moi, je veux avoir plus de clients que l'année passée. Ça, là, c'est trop vague. On veut des pourcentages, on veut vous exprimer en chiffres, en montant d'argent. On veut des objectifs qui sont smart. Donc, ça peut être, par exemple, j'en ai décrit ici, nous souhaitons vendre, mettons, 5 000 balayeuses de plus que l'an passé. D'ici, mettons, le 31 décembre 2024. Il faut que ça soit quantitatif parce que ces résultats-là qu'on promet, c'est ce qu'on va devoir mesurer dans notre édition de compte. Puis c'est ça aussi sur quoi que le bailleur de fonds va se baser pour savoir, bon, mais c'est quoi l'impact là, du projet. Fait que ça peut être aussi de nous allons créer des politiques et procédures sur tel sujet. Ça peut être une panoplie de choses. Nous allons créer une planification stratégique. Nous allons avoir des plans d'architecture. Ça peut être plein d'objectifs bien définis. Puis, à chaque fois, ben, il va avoir une justification à faire à la fin de votre projet, soit en fournissant le document qui était promis ou en présentant des statistiques qui vont refléter que vous avez atteint ou non vos objectifs avec les raisons. Ensuite de ça, quelles ressources vont œuvrer dans votre projet? Est-ce que vous avez des personnes expertes au sein de votre entreprise ou de votre organisme que si elles travaillent sur le projet, ils apportent une plus-value? Est-ce que vous allez vous chercher des consultants qui vont vous aider, des fournisseurs? Pourquoi vous avez choisi ces fournisseurs-là en particulier? C'est-tu parce qu'ils ont une expertise vraiment dans votre domaine? Ils ont une grande expérience? Il faut justifier, dans le fond, l'équipe de travail, que ce soit à l'interne ou à l'externe, pour montrer là, qu'on a, comme dirait M. Christian Dubé, on a une équipe de Top Gun sur notre projet. C'est ça qu'il faut démontrer. Ensuite de ça, pour qui? Donc, c'est qui notre clientèle cible? Ça peut être défini par soit l'âge, l'horizon de la personne, l'emplacement géographique d'où elle provient, le genre de la personne. Ça peut être défini par plein de choses. Dans le fond, c'est un peu comme un persona. Puis, ça peut être aussi des tranches de population qu'on va desservir. Finalement, la dernière question qui est combien? Ça, là, c'est une grosse question puis qui fait l'objet d'un budget à elle toute seule. Puis le budget, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas nécessairement toujours à l'aise avec ça, mais c'est une partie super importante de votre demande de subvention parce que si votre budget rencontre pas certains critères précis, comme exemple balancer, être ventilé, être cohérent avec votre rédaction, ben ça peut mener que votre demande soit refusée par le bailleur de fonds de façon assez rapide. Donc, ça vous enlève vos chances d'obtenir une subvention juste parce que le budget il est un peu bancal, ou il n'est pas clair, ou il manque des affaires dedans. Donc, il faut vraiment déterminer ben, combien ça coûte, ça va être quoi nos postes de dépenses, à quoi va servir l'argent. Puis là, mettez-nous pas là, des salaires genre, OK, direction générale, 25 000. On veut pas ça. On veut que vous nous mettiez du détail. Quelqu'un qui va être 25 et 50 fois 10 heures semaine pendant 32 semaines avec les avantages sociaux de 22 on veut du détail. Là. Elle va travailler combien de temps là-dessus? Là? Elle n'a sûrement pas un 25 000 donné comme ça. On veut un calcul, on veut comprendre, puis on veut aussi faire des liens avec la rédaction. Fait que quand on arrive pour regarder le budget,
en le regardant, on devrait être capable de dire: «Ah oui, ça, je l'ai lu dans la rédaction. Ah oui, elle a parlé qu'elle allait faire des affiches, la personne, fait que c'est sûr, ça l'implique qu'il y a une graphiste qui va travailler là-dessus. Ah oui, elle a parlé de telle chose». Fait que là, il faut s'assurer qu'il y a vraiment une très grande cohérence entre votre rédaction que vous avez faite, écrite, puis votre budget. Donc un exercice que je fais avec mes clients, normalement, c'est que je vais lire la rédaction, aller, regarder là, où est-ce qu'il y a des dépenses qui sont explicites ou implicites, dans la rédaction, puis vérifier s'ils sont dans le budget. Puis je vais faire l'exercice inverse aussi. Je vais aller valider chacun des éléments du budget, voir si je les retrouve dans la rédaction. Fait que comme ça l'évite les surprises au bailleur de fonds que s'il lit un super beau projet, tout est super clair pour lui et limpide. Il arrive dans le budget puis il fait comme: «Wow, c'est pas clair, c'est quoi qui va avec quoi? Pourquoi qu'elle a mis ce montant-là? Elle n'a pas parlé nulle part». Fait qu'il faut s'assurer qu'il y a une compréhension vraiment d'un bout à l'autre de notre, rédaction. Donc voilà, c'est ce qui complète comment maximiser vos chances. J'ajouterais aussi en même temps, Oui. Myriam, que dans la rédaction de notre projet, tu sais, des fois, on va voir dans les critères du programme que ce projet-là doit être innovant, doit être unique. Donc, j'aurais tendance à suggérer aux gens de pas écrire «Mon projet est innovant, il est unique», sans donner aucun autre détail. Donc, l'important, c'est vraiment en répondant de manière complète à toutes les questions que Myriam elle a présentées. C'est supposé transparaître dans votre rédaction pourquoi ce projet-là est innovant, pourquoi ce projet-là est unique. Donc, il faut Mmh. vraiment, tu sais, si on dit il est unique, il faut vraiment que ça soit expliqué pourquoi il est unique, là. Tu sais, pas juste je suis unique. Puis Point. un conseil supplémentaire que je peux donner aussi, c'est faites relire votre demande par quelqu'un qui connaît pas nécessairement votre projet. Fait que pas nécessairement votre partenaire de vie là, qui entend parler ou souper tout le temps de votre projet, puis qu'il est peut-être même tanné d'en entendre parler. Parlez-en avec présentez votre demande à quelqu'un qui connaît pas tout à fait de votre projet, puis demandez-y de vous poser des questions par rapport à votre rédaction s'il y a des choses qui sont pas claires, parce qu'il faut avoir en tête aussi que les personnes, le comité, le jury, les évaluateurs, des bailleurs de fonds, eux, il faut qu'ils comprennent à la première lecture. Fait qu'il faut que tout soit limpide et super clair. Fait que si c'est pas clair pour votre ami, ce sera pas clair pour le monsieur ou la madame qui connaît pas du tout votre projet, qui connaît peut-être même pas votre organisation. Fait qu'il faut s'assurer d'une clarté maximale puis qu'il n'y ait pas de questions qui subsistent à la lecture ou qui peuvent rendre la lecture vraiment ardue ou faut rendre ça aussi intéressant. Donc, ça, c'est mon dernier conseil de faire relire par une personne un peu externe là, de votre cercle rapproché. Ouais, puis aussi de pas, à rajouter des mots pour rajouter des mots, dans le sens que s'il y a un maximum de mots, de caractères, c'est, vraiment premièrement très important de ne pas le dépasser, mais c'est pas nécessaire d'arriver vraiment très, très proche du maximum. Si toutes Mmh. les informations se trouvent dans un texte qui est un peu plus court, mais que tout est pertinent, clair, limpide, c'est parfait, là, c'est correct comme ça. Oui. Puis on veut quelque chose qui est pas lyrique, vraiment poétique ou quoi que ce soit. On veut quelque chose qui est plus factuel puis qui répond directement à la question. Des fois, pour un grand texte, ça peut être une bonne idée de séparer en paragraphes puis de mettre un sous-titre, un petit titre au paragraphe pour vraiment que ça soit clair et facile à aller retrouver l'information. Tu sais, faut que vous pensiez que c'est un conseiller qui va évaluer votre demande. Puis s'il se pose, ah oui, il me semble que la personne a parlé de l'emplacement. Ah ben c'est facile, j'ai mon sous-titre emplacement, quoi que ce soit, là, ça peut être plus beau que ça, là. Puis je sais qu'elle parle de ça à ce moment-là. Donc, dans la rédaction, si c'est un gros paragraphe, beaucoup de mots, par exemple, dans une réponse à une question du formulaire, quoi que ce soit, ça peut être intéressant de le séparer en paragraphes plus petits pour répondre directement à différents éléments de la question. Puis en étant quand même concis au travers de tout Ouais. ça, là, justement en n'étant pas nécessairement lyrique, puis en n'étant pas en mode: «OK, je vais maximiser l'espace qu'il me donne pour faire de la rédaction, puis remplir cet espace-là». On va se distinguer des autres candidatures parce qu'il faut se dire que la personne va peut-être lire des centaines de demandes, puis un moment donné, elle vient peut-être un peu tannée d'en lire. Elle est quand même payée probablement pour les lire, mais un moment donné, ça doit venir redondant, ça peut venir long. Donc, c'est une façon de se distinguer là, par notre clarté, la concision. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui est quand même bien, là. C'est bien considéré. Absolument. Euh,
Juste avant qu'on lance la période de questions, Myriam, ose pas le dire, mais si vous avez besoin que quelqu'un relise votre demande et que vous souhaitez, que ce soit Rebecca ou que ce soit quelqu'un de MT Subvention, je partage dans le chat les informations de Rebecca ainsi que le site de MT Subvention. Il y a Marie-Claude qui demande si on va avoir le lien de l'enregistrement. La réponse est oui. Puis honnêtement, j'ai des idées aussi de peut-être faire un article de blog. J'en parlerai à Myriam après aussi pour rendre cette information-là disponible.